premièrement, on a plus de 40 millions d'utilisateurs qui sont actuellement actifs en France sur les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, etc. Donc, selon le rapport du Digital Report de 2022, donc sur tous nos Français, on a un peu plus de 60 millions, soit 93% de la population qui est présente sur les réseaux sociaux, qui a Internet, et c'est en augmentation chaque année. On a plus de 52 millions des personnes, donc plus de 80% de ces personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux. On compte 3 millions de nouveaux utilisateurs chaque jour, etc. Ça compte à peu près 5h30 de temps passé chaque jour sur ces réseaux, sur ordinateur, mais surtout sur ces mobiles, téléphones, parce que c'est ce qu'on va utiliser dans les transports en commun, notamment pour aller au travail, lorsqu'on s'ennuie durant ces réunions de travail, aux toilettes, etc., etc. À côté de ça, selon les sondages coordonnés par l'INRAP en 2011 et 2017, les Français et plus largement les Européens plébiscitent et aiment l'archéologie. Là, on est, je crois, quasiment à plus de 50%. Donc, tout ça nous incite à penser que l'archéologie devrait avoir une bonne image sur les réseaux sociaux. Mais en fait, la réalité est tout autre. Et c'est de pire en pire, j'ai envie de dire. En fait, la parole diffusée sur Internet à ce propos n'est pas forcément celle des scientifiques qui y sont présents, mais c'est un petit peu celle de tout le monde. Et on se retrouve avec, mis sur le même pied d'égalité, cette parole de scientifique avec la parole de Jean-Michel du comptoir du coin, par exemple. Et les opinions se valent. Donc, la question ici posée n'est donc pas seulement de saisir quelle place a l'archéologie sur les réseaux sociaux, mais plutôt de savoir quelle image est véhiculée de l'archéologie sur les réseaux sociaux. Quand la pseudo-archéologie trouve sur Internet une chambre d'écho sans pareil, à une époque où les fake news sont très majoritairement diffusées par les internautes, des plus âgés, des plus politisés, aux plus jeunes aussi, on y trouve des hypothèses, des affirmations farfelues qui côtoient des publications sérieuses, mais qui, elles, se diffusent bien plus largement sans avoir été vérifiées au préalable. Alors, il me semble qu'on a une étude d'ailleurs du MIT qui est parue dans Science qui explique qu'une fake news se répand 6 fois plus vite qu'une vraie information, qu'une vraie nouvelle. Alors, par exemple, petit exemple rigolo pour commencer, c'est le cas des squelettes géants. Alors, ces photos de squelettes géants découverts lors de fouilles, vous les trouvez diffusés très largement et très régulièrement sur le web. Ces squelettes géants, ils sont trouvés dans le Jura, ils sont trouvés en Israël, ils sont trouvés partout dans le monde. Et derrière, l'idée, c'est de prouver qu'il y a bien eu des géants sur Terre, comme les géants de la Bible, comme les géants présents dans le Coran, etc. Sauf qu'en réalité, toutes ces images que l'on voit là, ce sont des photomontages. Et en plus, c'est pas difficile à débunker, il suffit de faire une recherche d'images. Et toute cette histoire-là, elle est partie d'un concours qui a eu lieu au début des années 2000 sur le fait de créer des fausses fouilles archéologiques avec une image, etc. Et malgré le fait que l'on sache d'où ça vient, malgré le fait que le debunk, donc le démontage de cette histoire, soit facile, une simple recherche d'images vous permet de retrouver finalement l'origine, eh bien, ça continue à se diffuser. Un simple clic, ça se diffuse très, très, très vite sur les réseaux sociaux. Alors, outre ces facéties prises au premier degré, il existe des discours aussi plus problématiques, dont la fausseté est plus difficile à démontrer, et qui sont surtout prétextes à véhiculer des idéologies négatives et délétères. Alors, en effet, je ne sais pas si je vous ai mis une petite... Voilà, ça c'est d'autres photos par exemple, où on va retrouver le photomontage et puis la photo d'origine à côté. Donc une simple recherche Google, c'est pas compliqué à faire, et pourtant ces fake news, là on est typiquement dedans, continuent à se diffuser. De même, on retrouve énormément de choses sur ce qu'on appelle les sites ufologiques, donc les sites qui... parle de théories d'hypothèses extraterrestres, où en fait une simple recherche sur le musée dont l'objet photographié est issu nous montre que c'est soit une manipulation d'image, soit que l'image est floue, parce qu'on aime beaucoup en ufologie les images floues, et donc quand on se retrouve face à une image nette, c'est beaucoup moins mystérieux, et c'est beaucoup plus, ça colle beaucoup plus à ce qu'on a en histoire de l'art ou en archéologie. Alors, donc je vous disais, en effet, donc le discours de ces pseudo-archéologies, donc cette fausse archéologie, ce discours
faussement archéologiques, utilisent un vocabulaire similaire à celui des milieux complotistes, cloisonnant le monde de manière manichéenne. Donc on a d'un côté les scientifiques, vous, les méchants, et le reste des personnes, donc ces personnes qui sont à la recherche de la vérité et qui vont être les gentils, en un sens. Donc selon cette rhétorique, l'archéologie officielle, ça c'est un terme que l'on va retrouver beaucoup, c'est donc sous-entendre les archéologues professionnels, s'oppose à une archéologie mystérieuse, prétendument interdite, ça ce sont des termes que l'on retrouve, et ces termes impliquent tout simplement que l'archéologie scientifique occulte la réalité et l'existence même d'un discours officiel sous-entend celle d'un discours officieux. Donc les archéologues officiels, donc une partie d'entre vous en fait, cachent la vérité au grand public. Et tandis que la seule activité honnête, en revanche, serait celle de ces chercheurs alternatifs qui ne sont pas scientifiques, qui n'appliquent pas la méthode scientifique, mais qui s'appellent et s'autodéfinissent eux-mêmes comme chercheurs de vérité. Ça veut tout dire. Ça veut dire que vous êtes des chercheurs de mensonges. Sur les réseaux sociaux, les médias qui remportent les suffrages du public sont des vidéos, des courts-métrages, voire des plus longs métrages, qui se présentent comme des documentaires, mais qui, dans les faits, ne font pas état de la science, mais diffusent des affirmations non sourcées, datées, fallacieuses, même totalement et volontairement fausses. Ces films reprennent les codes du cinéma, avec des appels à l'émotion, avec certaines manières de filmer, de créer une histoire, en fait, et négligent totalement la méthode scientifique pour, à la place, faire appel à l'émotion, ce qui touche tout le monde. Ça marche avec tout le monde, ça, même avec nous. Mais du coup, auprès du grand public, ça remporte un franc succès. Là, vous en avez quelques exemples. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la révélation des pyramides. Voilà. Vous avez aussi BAM, bâtisseur de l'ancien monde, l'autre tertre des dieux ou le tertre sacré par exemple, qui sont des documentaires. Alors, je vous ai mis une bibliographie à la fin, mais j'ai travaillé sur un article avec d'autres personnes où on utilise ce terme de documentaire et on le définit dans le cadre justement de ces métrages fallacieux. On met même une petite grille dedans qui permet un petit peu d'avoir un curseur pour savoir à peu près ce qu'on regarde, donc c'est assez intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces documentaires-là ont énormément de succès parce qu'ils se partagent notamment gratuitement sur YouTube, sur Facebook, c'est-à-dire en un seul clic. Et comme ils sont très bien faits, très bien montés, etc., on se laisse aller à regarder tout ça. Alors, par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire ? Par exemple, je cherche juste mon petit chiffre. C'est pas grave, je l'ai en tête. On a la révélation des pyramides. On est sur YouTube à plus de 90 millions de vues. C'est le documentaire français le plus vu sur YouTube actuellement. Et c'est du full bullshit. Donc c'est un petit peu problématique. Les gens, lorsqu'ils s'investissent dans ces documentaires, ils ne le font pas seulement en le regardant. Ils le financent aussi. Parce que si ces documentaires se font, c'est grâce à des appels aux dons notamment. Donc les personnes vont non seulement s'engager émotionnellement, mais vont aussi s'engager financièrement derrière. Avec bien sûr toute l'emprise que ça peut avoir sur les personnes qui vont suivre ce sujet. Pour la révélation des pyramides, ce qui devait être la suite et qui n'est pas encore sorti, eh bien, par exemple, lors de la dernière capture et l'OASO qui date d'il y a plusieurs années avant que la campagne s'arrête, on était à plus de 108 000 € de dons. C'est conséquent. C'est vraiment conséquent. Sachant qu'en plus, la révélation des pyramides, c'est diffusé sur RMC. Donc ça a la caution télé derrière, et c'est d'autant plus auprès du grand public symptomatique du fait que c'est un vrai documentaire, puisque ça passe à la télé, notamment. Alors, ces productions reprennent des thèses de la para-archéologie, j'allais dire parapsychologie, mais oui, un petit peu des fois, et sous couvert, en fait, de questionner les faits, les déforment, prétendent révéler des réalités cachées, et en fait, leurs questions, qui sont orientées, sont en vérité des affirmations déguisées.
C'est très bien fait. Là-dessus, c'est très très bien fait. Mais ça donne une image de l'archéologie sur les réseaux sociaux qui n'a rien à voir avec celle d'un Indiana Jones ou d'une Lara Croft ou du Sidney Fox, pour ceux qui connaissent. Non, ça donne l'image d'un scientifique qui dissimule la vérité, qui ment, et dont il faut se méfier. Et qui dit il faut se méfier d'un scientifique, c'est il faut se méfier de la science en général, il faut se méfier de ce qui est officiel, il faut se méfier du gouvernement, il faut se méfier d'éducation nationale. Vous voyez le glissement qui se fait là. Non mais c'est très très problématique et il faut en parler parce qu'on est en plein dedans actuellement. Le développement, alors on va faire un petit historique quand même, histoire de... Comment est-ce que ça a émergé en France, ça, ce goût par le grand public de la pseudo-archéologie? Alors, s'il y a une date clé à retenir, parce que de la pseudo-archéologie, on en a avant, on a parlé de Glosel, on a parlé d'autres choses, auprès du grand public, on va parler de 1960 avec Le Matin des magiciens. C'est vraiment un ouvrage qui fait date et qui va faire suite après. Donc, on a toute la collection Rouge et Lu, la collection à fond, et puis tout ce qui va être les collections de Charroux derrière, où on va présenter auprès du grand public, auprès d'ouvrages qui ne coûtent pas très cher finalement, eh bien, ces thèses pseudo-archéologiques qui vont commencer à se diffuser. Alors bien sûr, de la part des institutions et des professionnels, on va commencer à riposter aussi assez rapidement. Jean-Pierre Adam, par exemple, avec L'archéologie devant l'imposture, réédité plus tard et qui devrait être réédité normalement d'ici quelques temps, sa participation, je pense aussi à des émissions TV, le débunkage, donc le fait de démonter les thèses pseudo-archéologiques, ça s'est fait quasiment en même temps. Je vous rassure, c'est pas ça qui a empêché les thèses pseudo-archéologiques de continuer à vivre pleinement et sereinement. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le boom va se faire avec les réseaux sociaux. Donc avec Facebook, avec YouTube, avec Twitter, on est dans le partage de l'information immédiate, le partage de l'information qui fait sensation. Et à côté de ça, on a continué bien sûr, comme vous voyez avec les ouvrages notamment de Jean-Loïc Lequelec, mais à publier sur ces sujets. Mais le fait est que finalement, le monde scientifique a quelque peu manqué le coche des réseaux sociaux. Alors, on n'en avait pas forcément... on n'était pas forcément conscient que ça allait devenir comme ça par la suite, mais ce qui fait qu'on a un énorme retard. Et toutes ces personnes qui ne pouvaient pas publier dans les revues scientifiques, qui n'avaient pas de caution scientifique, etc., aujourd'hui sont totalement investies dans les réseaux sociaux et on a un gap énorme qui se creuse entre le grand public et le monde scientifique et qui est largement et de plus en plus occupé par ces pseudo-archéologues, ces tenants de la pseudo-archéologie. Alors, on va retrouver ici, par exemple, dont je vous parlais de ces petits groupes de Facebook qui nous parlent, qui nous parlent de l'archéologie officielle. Vous vous retrouverez dessus, donc l'archéologie interdite. Encore une fois, ces articles sur les géants machin qui se diffusent, etc., etc. Alors, si ça continue à se diffuser, malgré le fait que depuis quasiment le début de cette diffusion, on a continué toujours à débunker, à démonter le sujet, c'est parce qu'en fait, la problématique est plus profonde que ça. Derrière ces thèses pseudo-archéologiques, derrière ces exemples-là, on a en fait tout un mythe qui s'est construit. Donc l'appel au mystère, et puis aussi en fait toute une pensée qui se rattache au monde du complotisme en général. Donc je pense par exemple à ce complotisme théorisé par Léon Poliakov sous le concept de causalité diabolique, c'est-à-dire on diabolise un ennemi, des groupes sociaux, en leur prêtant des intentions néfastes, ce qui permet de rationaliser la haine ressentie à leur égard, par exemple. Donc on va diaboliser le scientifique, le professeur d'histoire, l'archéologue, le conservateur de musée, etc. etc. Alors, la désignation d'ennemi absolu et de bouc émissaire concret au sein d'un argumentaire du type paranoïade, voilà, je fais référence à un ouvrage de 65, mais présente de plus sur l'argumentation rationnelle l'avantage de la simplicité. Parce que, on l'a vu notamment, vous l'avez vu sur les questions sur Alésia, il faut de l'effort, il faut faire des recherches, il faut
présenter, amener tout ça pour finalement démonter un mensonge. Alors qu'un mensonge, comme on dit, une salade, ça se monte en 5 minutes. Démonter une salade, ça peut prendre 20 ans derrière. C'est un gros travail de recherche. Et parfois, c'est plus facile pour la personne qui va adhérer finalement à ces théories pseudo-archéologiques de se dire qu'elle a compris instinctivement, tout de suite, sans avoir forcément à se plonger dans 10 ans de recherche bibliographique, sans avoir à contacter telle et telle personne, à aller faire tel et tel parcours au musée, etc. C'est une solution absolue à tout. C'est aussi la solution absolue à quelque chose qu'on a beaucoup, qu'on connaît en archéo et puis ailleurs, c'est pour le moment on ne sait pas. Voilà. Et ben l'avantage c'est que eux ils savent. Et c'est rassurant aussi. C'est rassurant. Alors, les discours de ce type sont non seulement très présents dans les commentaires liés à la pseudo-archéologie, mais ils sont également mis en avant sur différents réseaux sociaux occupés par des gens que je pense vous connaissez aussi très très bien, les utilisateurs de détecteurs de métaux. Vous les aimez bien eux aussi? Oh, oui. Alors, ces deux mondes, et ça c'est problématique aussi, sont d'ailleurs en train de se rencontrer, notamment grâce à la désignation d'un ennemi commun. Donc l'archéologue de profession, qui incarne des forces communément appelées les théories du complot, voilà, et qui sont en fait en réalité des mythes, non des théories, bref. Donc les personnes diffusant ces propos se considèrent elles-mêmes comme injustement décriées ou moquées par les archéologues officiels. Elles partagent leur indignation sur les groupes Facebook, sur des forums spécialisés. Et elles s'organisent, comme ça, elles commencent à s'organiser en communauté. D'ailleurs, ils s'organisent même carrément en fédération, en tout cas pour le monde du détectorisme. Donc, vu l'importance que gagne aussi la pseudo-archéologie, on voit le danger que ça peut être aussi pour l'archéologie française, en tout cas, le fait que si toutes ces personnes s'organisent aussi en fédération, en voulant s'impliquer notamment dans, on va dire, les vies, la vie communale, la vie régionale, la vie législative, on voit là, concrètement, où le problème peut se poser pour nous tous. Alors, en plus de tout ça, parce que ça, c'est pas seulement le problème, on a des messages qui sont véhiculés par ces groupes et qui, sans le vouloir, mais parfois en le voulant carrément, en fait, recèlent un fond raciste. Par exemple, que ce soit dans la révélation des pyramides, le tertre sacré Bam ou l'autre terre des dieux, on pose une question qui est toute simple. En fait, on pose une affirmation qui semble toute simple. Les peuples qui ont construit les bâtiments, les monuments dont on parle dans ces films, ne sont pas suffisamment avancés pour avoir réalisé ces monuments. Donc, il y a une civilisation antérieure, ou qui vient d'ailleurs, qui les a aidés, ou qui a fait ce qu'il les a fait à leur place. Le problème, c'est que cette question-là ne se pose que pour les peuples non occidentaux. Vous voyez le glissement? C'est là aussi que c'est problématique. Donc, c'est ce qu'on appelle le motif des anciens astronautes, par exemple, qui, comme je vous disais, explique que certaines sociétés n'auraient pas pu réaliser seules leurs monuments, qu'elles ont été aidées par une civilisation considérablement plus avancée, venue de l'espace. C'est ce qu'on appelle le néo-évémérisme. Et lorsque c'est associé, c'est généralement associé aussi à l'idée de fondateurs de religion, on trouve des interprétations dans des apparitions religieuses, dans des grands textes sacrés, etc., etc. Et ils vont trouver, on va dire, d'énormes preuves, en tout cas des signes qui, selon eux, sont révélateurs d'une présence extraterrestre sur ces sites-là, qui auraient aidé ces peuples-là à réaliser leurs monuments. Ce néo-évémérisme témoigne en fait très généralement d'une vision ethnocentrique de l'histoire de l'humanité. On va prendre un exemple tout simple, les pyramides précolombiennes de Teotihuacan au Mexique, dont les néo-évéméristes pensent que leur construction aurait été impossible avec les moyens des autochtones, et donc qu'elles auraient été réalisées notamment par des extraterrestres. Chronologiquement, ils ne se posent pas la même question pour le Colisée de Rome. Même chose. Les Moaïs de l'île de Pâques, comment ils ont pu les déplacer, comment ils ont pu les réaliser,
quand même, il n'avait pas les moyens à l'époque de faire tout ça, de les déplacer, de les mettre en place. Et puis, c'est dit clairement dans la révélation des pyramides, regardez leur forme, leurs mains, c'est pas humain, c'est des mains de bâtisseurs d'un autre monde, etc. À la même époque, on a les cathédrales gothiques. On ne pose pas la même question pour les cathédrales gothiques. Donc, voyez que le discours est quand même particulièrement bien centré. Plus redoutable encore, ce sont les interprétations nationalistes qui actualisent les origines mythifiées de certains peuples en les instrumentalisant à des fins idéologiques, notamment pour promouvoir le suprématisme blanc. Alors, donc là, c'était par exemple des exemples sur le néo-évémérisme avec ce que l'on a sur History Channel, Alien Theory, qui est une émission qui est très populaire. Le fameux palimpseste d'Abydos, ou encore ces astronautes qu'on trouverait dans le Sahara, qui sont des interprétations très simples, très rapides, hors contexte total archéologique. Peu importe, c'est pas le fait qu'ils veulent, eux, c'est continuer à véhiculer leur mystère, ce qui les passionne, et puis l'idéologie qui est derrière. Alors attention, je ne dis pas que toutes les personnes qui adhèrent à ces théories sont fondamentalement racistes. La plupart adhèrent à ces théories juste parce qu'elles aiment le mystère qu'ils véhiculent, et pas parce que ça leur donne aussi l'impression finalement de savoir quelque chose, de faire la recherche de quelque chose. Cependant, même si elles ne sont pas racistes, elles adhèrent à ces hypothèses, ces théories, qui, elles, continuent à véhiculer ces idées arriérées. Je vous parlais de suprémacisme blanc. Alors, c'est ce que l'on a beaucoup, ce qu'on a pu voir un petit peu lors des élections américaines, mais ce que l'on retrouve aussi, hélas, en France, avec notamment, là on a Oleg de Normandie. Je viens de Normandie aussi, autant vous dire que je ne suis pas tout à fait d'accord. L'idée de Pagan, hyperboréen, le mythe viking, le mythe gaulois, avec bien sûr l'idée derrière d'un peuple originel, qui est un peuple blanc, qui était un peuple supérieur. On a carrément des idées derrière qui sont véhiculées, qui expliquent qu'il y a eu un génocide gaulois par les Romains, que l'Atlantide, etc., était viking ou autre, en tout cas, était issu de ces cultures, de ces civilisations. Et derrière encore, notamment derrière la révélation des pyramides, on va retrouver des figures, comme Jacques Grimaud par exemple, qui sont notamment connues via les réseaux sociaux pour leur racisme et pour leur antisémitisme notoire. Ces idées, elles sont sous-jacentes aussi dans les propos qu'ils diffusent, même si elles sont enrobées de sucre et de belles images. Alors, que faire face à ça ? Alors j'ai déjà envie de dire qu'il faut faire quelque chose, ne serait-ce que pour protéger ce que l'on fait, c'est-à-dire l'archéologie, la vulgarisation de l'archéologie, l'enseignement de l'histoire, de l'art, etc. Et ne serait-ce aussi que pour une question citoyenne. On est en plein durant les élections en ce moment, donc la question se pose d'autant plus, mais réécrire l'histoire à des volontés idéologiques, sans tomber dans le point Godwin, c'est dangereux, c'est très dangereux. On l'a vu aussi avec les destructions, je pense par exemple des talibans ou de Daesh, c'est dangereux. Donc il faut faire attention. La première chose à prendre en considération, c'est d'abord prendre conscience de tout ça, de tout ce qui se passe. La deuxième chose, ce serait, j'ai envie de dire, de rattraper le coche qu'on a manqué sur les réseaux sociaux. Alors, de manière individuelle, plus globale, on a l'INRAP qui le fait. On a aussi le ministère de la Culture, mais c'est un petit peu dommage, on n'a qu'une vidéo sur l'archéologie. Il en faudrait plus. Alors, je suis consciente que, ne serait-ce que pour les municipalités, c'est compliqué. Parce que c'est de la communication, c'est du temps, c'est aussi de la constance. Mais heureusement pour nous, j'ai envie de dire, il y a déjà des personnes qui sont présentes sur les réseaux et qui commencent à le faire et sur lesquels on peut s'appuyer. Alors il y a des musées, je pense le musée Saint-Romain-en-Galles qui a du coup une chaîne YouTube et qui a des vidéos qui sont super rigolotes en plus sur les tutos gallo, etc., qui sont super sympas. On a aussi, ce que je trouve formidable, un label, donc une association de youtubeurs qui s'appelle le Label Hérodote,
où on a des professionnels de l'archéologie, de la restauration, de l'histoire de l'art, mais pas seulement. On a aussi des passionnés éclairés, ça fait du bien de les revaloriser aussi, qui, avec une charte qui est très précise, vulgarisent sur les sujets. Donc, il ne faut pas hésiter de manière individuelle, mais ce serait bien aussi de trouver une solution pour le faire de manière collective, de le faire de manière globale aussi, réinvestir ces réseaux sociaux, réinvestir YouTube, réinvestir Facebook avec, et c'est là qu'il y en a beaucoup aussi qui entrent en jeu ici, avec la médiation, et avec une médiation qui sait faire, une médiation de qualité. C'est un vrai métier, j'en suis consciente, que la médiation, et c'est là, dans ce qui se joue actuellement, qu'on en prend vraiment conscience. Donc, c'est un sujet, voilà, il faut travailler dessus. Il faut aussi travailler dans les écoles, par exemple. Donc, c'est pour ça que je suis très contente de parler là, mais je pense qu'on peut mettre en place des choses qui sont clés en main pour pouvoir être diffusées dans les écoles aussi de manière peut-être un peu plus... Je dirais pas virulente, mais j'ai presque envie de le faire parce que la révélation des pyramides, c'est diffusé dans des écoles par certains profs d'histoire. Vous voyez, ça m'embête. Donc, voilà. Et puis en faisant de la veille, parce qu'il y a des petites choses qui vont arriver, et on sait qu'elles vont arriver, notamment la question de la génétique, de la paléogénomie. C'est récent, ce sont des recherches qui se font actuellement, mais qui plaisent beaucoup. Notamment dans le monde de la pseudo-archéologie et dans ce monde de suprémacisme blanc, etc. Parce que, de un, ça fait très scientifique, il n'y a rien de mieux que la preuve ADN, et de deux, on peut facilement, vu que nous, pour la plupart du temps, on n'y comprend rien, tourner les données, la restitution de ces données de manière à faire passer le sujet. Alors pour le moment, je vous avoue qu'au niveau des veilles qui sont faites, ça reste sur des forums ils sont assez entre eux, mais avec des chaînes comme par exemple Oleg de Normandie et d'autres, ça commence à se diffuser. Et il faut faire très attention. Alors là, c'est rigolo parce qu'on parle du gène breton, donc c'est drôle, mais ça, c'est une petite fenêtre ouverte vers tout ce qui peut s'engouffrer derrière. Et c'est aussi à nous, finalement, de veiller à ce que lorsqu'on se retrouve confronté à des gens qui vont nous questionner, ou à ces questions sur les réseaux sociaux même, sur les pages Facebook des musées, etc., à apprendre à répondre et à savoir à répondre. Alors ouais, je suis consciente que c'est aussi très fatigant. Mon association, elle date de 2019 et ça fait depuis quelques années quand même auparavant que je passe mon temps à répéter les mêmes choses. En plus, en face, et on l'a soulevé tout à l'heure avec la question d'Alésia, c'est pas forcément des gens très bien attentionnés. On peut parler d'intégrisme parfois. Je pense qu'il faut le dire aussi, mais des menaces de mort, on en reçoit. Des menaces de mort faites à nos proches, où on ne sait pas comment ils ont retrouvé l'adresse de nos proches, on en reçoit. Nos institutions sont aussi contactées. Ça vous montre aussi à quel point ils sont virulents en face. Et ça vous montre aussi le fait qu'il faut réagir. Il faut vraiment réagir pour protéger l'archéologie et pour, comme vous le disiez, pour des questions aussi citoyennes derrière. Alors, la question de la génétique, donc la question de la paléogénomie, et puis maintenant que je vous ai parlé des documentaires, voilà un... Donc c'est pas un certain monsieur Crowhurst, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est quand même assez connu dans le monde de la pseudo-archéologie, notamment anglo-saxon, mais qui vit en France et qui notamment a travaillé, par exemple, travaillé. Quand je dis travailler, on s'entend bien, à développer ses hypothèses, notamment autour du site de Karnak, et en a fait un très bon, qui va sortir, un très bon documentaire, des belles images, encore une fois l'appel à l'émotion. C'est des professionnels du documentaire qui ont réalisé ces films. Voilà, Je vais faire un petit parallèle avec Hold Up, qu'on a pu voir. C'est un professionnel aussi du journalisme et du documentaire qui avait réalisé ce projet. Et on voit l'impact que ça a pu avoir derrière. Là, ça va être la même chose. Et notamment, ils sont en négociation pour être diffusés via Netflix. Directement en anglais et en français. Et ça va directement être des pots cassés à réparer sur site par la médiation et voire peut-être en amont aussi à l'école ou auprès des musées, etc. Donc, je voulais conclure aussi avec une petite note positive, c'est que en plus d'encourager ce qui est déjà fait, parce que la médiation en archéologie, on sait faire et ça marche.
la vulgarisation auprès des jeunes, auprès du grand public et même auprès des petits vieux, ça marche. Donc, en plus de continuer à valoriser, à encourager ce qui est fait, on peut même aller au-delà et pourquoi pas passer cette barrière de la fiction ou même parfois de la pseudo-fiction, hein, comme le font les documentaires, en reprenant un peu les codes. Alors, c'est ce qui a été fait, ça a été un des projets soutenus par l'association, un documentaire qui s'appelle, je suis désolée, j'ai pas pensé à mettre l'image ici, mais Pyramide, le grand virage, qui a été réalisé par un ancien tenant de la pseudo-archéologie, qui, en faisant ses propres recherches, eh bien, en est venu à réaliser un documentaire en faisant appel à des égyptologues, à des archéologues, etc., pour montrer pourquoi les théories affirmées dans ces documentaires sont fausses et quel est l'état de la science. Donc, c'est des projets comme ça qu'il faut encourager. Le documentaire est visible sur YouTube, hein, vous pouvez aller voir assez facilement. Et puis, il y a des films aussi qui sont assez intéressants, comme The Dig, par exemple, qui, de manière romancée, bien sûr, mais présente un fait archéologique aussi, avec les questionnements qui peuvent se faire, mais avec un fond qui, finalement, est beaucoup plus honnête et beaucoup plus intéressant que ce que l'on peut voir actuellement, notamment sur YouTube, sur RMC, ou sur Amazon Prime, par exemple. Donc, hop, normalement ici on a la petite bibliographie. Et je voulais surtout terminer par vous remercier, hein, tous les professionnels qui sont ici pour écouter ce qui se passe, pour finalement Bibrac pour m'avoir invité, avoir invité Émilie, puis moi par la suite, pour remercier les professeurs, les médiateurs et tous les professionnels ici qui sont présents. Parce que c'est grâce à vous, en fait, que on va pouvoir un petit peu se positionner contre la pseudo-archéologie. Ce que vous faites est très important et même éminemment important. Et moi, je le constate tous les jours via la veille sur les réseaux sociaux, via les contacts que j'ai avec les gens. Et du coup, je ne peux que vous encourager à continuer. Et puis, si vous souhaitez, pourquoi pas travailler aussi en collaboration avec l'association, ne serait-ce qu'en vous proposant comme référent, c'est-à-dire qu'on monte un petit annuaire où pour chaque période, pour chaque moment historique ou autre, ou archéologique, on propose un spécialiste pour éviter, pour avoir une espèce de petite base référente pour que les médias derrière puissent se dire, on a besoin de telle personne pour parler de tel sujet, et donc éviter d'inviter Franck Ferrand, par exemple. Voilà, donc je vais vous remercier, et puis je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup, Faustine. Je voudrais commencer par une remarque, parce que c'est vrai que vous parlez d'essayer de lutter contre l'apanage des fake news sur les réseaux sociaux dès qu'on touche à l'archéologie, et la possibilité pour nous autres structures muséales, entre autres, de riposter sur ce terrain. Le truc, c'est que les personnes qui font ces vidéos, c'est leur métier. Oui, c'est pour ça. Et que nous, on n'a pas la même force de frappe, on ne va pas pouvoir mobiliser quelqu'un dont ce sera le métier à temps plein de créer des vidéos, parce que nous, on peut faire des formats courts, puis d'ailleurs, on fait un peu tous à notre façon. Ok. Et c'est vrai qu'on aura du mal à déployer autant sur des formats. Après, je me dis, ça peut être l'occasion justement d'utiliser des vulgarisateurs qui sont déjà en place. Le musée du Louvre a notamment fait des vidéos avec Nota Bene, par exemple, ou des youtubeurs. Je pense à Thomas Laurent, par exemple, qui est archéologue et qui fait des vidéos vraiment excellentes sur l'archéologie et sur comment fonctionne l'archéologie, et qui travaille aussi, qui peut faire des choses pour les musées, et ça permet aussi de bénéficier de leur audience. Parce que eux étant déjà installés sur les réseaux et ayant déjà une base, on va dire un réseau, une base d'abonnés qui est déjà présente, ça permet en fait de pouvoir les utiliser et de rebondir. De toute façon, comme je disais, je suis consciente que la médiation, c'est un vrai métier, et notamment la médiation sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça peut être un véritable échange avec les personnes qui sont déjà en place. Non, c'est vrai que c'est une réponse qui est en construction, du moins à construire, parce qu'en l'état, on n'a pas encore toutes les armes qu'il faut pour. Moi, je me pose juste une question. Je me dis, dans ces documentaires, comme vous disiez, on est beaucoup sur de l'émotionnel, et finalement sur très peu de démarches archéologiques, en fait, très peu de scientifiques.
Et moi, je me dis peut-être que la clé de la médiation, c'est juste d'interroger cette démarche scientifique en refaisant faire ce process scientifique par le public et de se rendre compte par l'évidence que l'émotionnel, alors ça vend du rêve, et mais c'est pas le peuple du bout de non, c'est ça. De toute façon, il faut amener le public à faire. Voilà. Il faut faire. Et déjà, parce que le public, en tout cas, ces personnes-là qui sont de plus en plus séduites par la pseudo-archéologie, sont premièrement séduites par le discours manichéen. Eux, ils font partie de ceux qui n'ont pas fait ces études-là. Donc, ils font partie du camp, finalement, des chercheurs de vérité. Ça leur est imposé dans le discours. Et en face, on a les scientifiques qui sont présentés comme des méchants de base. Donc, je me suis retrouvée plusieurs fois à parler avec ces gens et à me dire, mais est-ce que vous avez ne serait-ce qu'écrit un mail à telle personne ou à telle personne? Non, parce qu'il va me refuser. Et ça, je pense que c'est vraiment la première étape à faire, c'est de leur permettre d'aller pratiquer, d'aller faire et d'entrer en contact vraiment avec... et puis ça marche extrêmement bien. Ça marche vraiment extrêmement bien derrière. Mais on peut aussi faire le chemin inverse et aller vers du scientifique à l'humain. Alors je vais parler moi d'un point de vue qui est peut-être très personnel, mais je pense pas finalement, en tout cas j'espère pas, mais... quand on se lance dans ce genre de milieu, c'est pas pour la richesse, la gloire et la beauté. C'est souvent par passion. C'est ce qui nous a amenés à ça. Et ça fait du bien de le rappeler aux gens aussi. Par exemple, moi j'aime bien rappeler que je réalise un rêve en faisant ma thèse actuellement en égyptologie. Elle est autofinancée, ma thèse. Mais j'ai envie de dire parce que je me permets de réaliser un rêve et je ne suis pas payée par l'État, je ne suis pas payée en Tesla ou je ne suis pas membre du gouvernement. Enfin, je n'ai aucun intérêt sinon la passion derrière. Je pense que c'est ce qui anime aussi beaucoup de personnes ici. Et c'est un truc qui peut être très important dans le lien qui peut être tissé avec ces gens qui commencent à perdre le contact avec le monde de l'archéologie dite scientifique. Donc oui, qu'eux puissent faire leur démarche vers la pratique, d'autant plus qu'on peut le rappeler, mais c'est vrai que l'archéologie emploie beaucoup de bénévoles, même si aujourd'hui on réserve quand même pas mal de chantiers aux étudiants en archéologie, mais je pensais par exemple au cas du passeport bénévole. Peu de gens sont au courant du fait qu'on a un passeport bénévole qui permet, en fonction du nombre de fouilles qu'on peut faire et du nombre de tampons qu'on peut avoir, d'avoir des équivalences universitaires à côté. Et ça permet aux gens de se réconcilier peut-être avec justement ce monde-là et montrer que c'est pas les méchants scientifiques et puis les gentils non scientifiques. Oui, mais après, c'est aussi un héritage culturel. C'est-à-dire que l'entre-soi en archéologie, c'est l'esprit fondateur de l'archéologie. C'était vraiment pour une élite. Et encore à l'heure actuelle, je me permets de le dire en ayant un pied dans des deux côtés, c'est pas une évidence. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui peuvent avoir du mal à s'ouvrir sur le grand public. Et du coup à créer cette sensation de camp opposé. Et ça, c'est un truc sur lequel on a encore besoin de travailler. Oui. Mais c'est super intéressant, parce qu'une fois qu'on a saisi le challenge, on peut mettre les deux pieds dedans et y aller. Ça, je vois d'autant plus en égyptologie qui est un peu l'élite de... Mais non, il faut le faire. Et je pense qu'on est vraiment gagnant là-dessus, parce que comme je vous parlais des enjeux politiques qu'il peut y avoir, mais... pour toute personne qui est fonctionnaire ici, c'est aussi un poste dans le futur qui est assuré derrière. Si on arrive à finalement avoir un désintérêt total du public sur ces sujets ou pouvoir avoir une manipulation, une réinterprétation politique aisée, la question même d'être archéologue se questionne en fait. Et nos professions elles-mêmes sont en jeu. Donc ça peut être très égoïste comme combat. C'est-à-dire, non, moi je veux continuer à gagner ma vie là-dessus. Et voilà, donc il y a différents paliers. Mais de toute façon, il est clair que ce n'est pas... Le chemin se fait dans les deux sens, à la fois d'un côté... mais fondamentalement, pour voir ce qui se passe sur le terrain, ou même dans les écoles, parce que généralement, on dit pour amener des gens au musée, il faut passer par les enfants. Donc quand on arrive à séduire les enfants à l'école, généralement ils ramènent les parents au musée derrière. Et en fait, ça, c'est des systèmes qui marchent bien, mais vraiment bien. C'est ça qui est rassurant aussi. Non, faut pas se dire ça en plus. Non, mais on a, comme je disais, le français aime l'archéologie.
La condition ultime, c'est que quitte à désenchanter, il faut réenchanter derrière. Et c'est juste ça qu'il faut mettre en place. Mais c'est bien fait, hein, franchement. Je vois la médiation archéologique. Je vais poser une question super bête. C'est dans toutes les études et les chiffres que vous nous avez présentés, est-ce qu'il y a des études un peu plus sociologiques sur les consommateurs de ce type de quel âge ils ont, quelle catégorie socio-culturelle, qui ils sont? C'est pour eux. Enfin, parce que, comme je vous disais, la pseudo-archéologie, c'est une des facettes du complotisme. Donc généralement, l'un va avec la question sur la santé, sur la médecine, sur le Covid n'existe pas, des choses comme ça. Tout ça, ça va ensemble. Donc des études sur la question de la pseudo-archéologie, il ne me semble pas qu'il y en ait. Par contre, sur les consommateurs, en tout cas les personnes adhérentes plus facilement au complotisme, il y en a. J'essaierai de retrouver l'étude, mais il me semble qu'on se situe soit auprès des personnes qui vont être le plus militants ou politisées, et des personnes qui vont avoir une tranche au niveau d'études qui va se situer entre la licence et la maîtrise. C'est-à-dire peut-être licence 1, voire master. Donc des gens qui vont suffisamment être, on va dire, informés pour que les sujets leur parlent, mais pas suffisamment pour se rendre compte que là, ils peuvent entrer dans le complotisme, dans le bullshit, etc. Il y a un autre paramètre à mettre en jeu aussi pour la question de la pseudo-archéologie, c'est que la révélation des pyramides, notamment, c'est un documentaire qui a vu sa promotion faite par Squeezie. Squeezie, c'est le plus gros youtubeur français. Il l'a fait innocemment, hein, mais son public, ça va être de 11 à 20 ans à peu près, et ils vont être directement impactés par ça. Et donc, ils vont aller voir le documentaire derrière, et c'est un public qui devient de plus en plus sensible. Il y a eu, je crois, c'est avec le Clémy, justement, une exposition sur fake news, mensonges, etc., où il parlait de ça, du fait que on a quand même un jeune public, celui qui va avoir la référence des réseaux sociaux constamment, qui est de plus en plus impacté par ces fake news-là, et donc par la fake news archéologique aussi. D'autant plus que c'est des questions qui sont posées à l'école. Donc c'est des choses qu'on va remettre déjà remettre en cause son professeur. Voilà, c'est le premier pied à l'étrier. Alors, si vous voulez rentrer dans le drama de ce documentaire, donc il y a effectivement le documentaire l'intervention qui a été faite par Squeezie sur les réseaux, et le démontage de son intervention par Charlie Danger. Ouais. Et donc c'est super intéressant de voir les trois en regard. Et voilà. Non, alors n'allez pas voir la révélation des pyramides, ou téléchargez-le et le regardez-le sur votre ordinateur, parce que il faut plus lui donner de vue parce qu'il est référencé trop au top sur. Mais allez voir du coup Charlie Danger, allez voir le Nettoyeur de mythes aussi, qui est une chaîne consacrée à le débunkage de ces pseudo-documentaires. Il y a aussi un site qui est un blog qui est très intéressant et qui m'a donné envie justement de créer cette association, parce qu'au début on était tous un petit peu dispatchés, et puis maintenant on a au moins un label sous lequel se mettre en fait, qui est le blog de IRNA, donc IRNA l'autre, qui parle de pseudo-archéologie, et elle en est venue notamment avec la question des pyramides de Bosnie, qui est un gros fake archéologique, mais auquel le gouvernement a participé à tel point que le musée de Sarajevo a fermé à un moment donné. Ça vous donne une idée des dérives. Alors on n'en est pas là, hein, mais il faut faire attention, ça reste des sujets qui sont extrêmement sensibles. Après, comme je vous disais, les chaînes du label Hérodote, qui sont très bien aussi, qui font de la bonne vulgarisation, et puis qui seraient ravis en plus de travailler avec des musées, etc. Et puis je pensais aussi à Passé Recomposé, qui est une chaîne qui a fait intervenir notamment Jean-Pierre Adam, parce que Jean-Pierre Adam est interviewé dans la révélation des pyramides, et en fait il revient, c'est son droit de réponse, en expliquant comment il a été manipulé, etc. Et sur quelques points qui sont donnés dans la révélation des pyramides. Et puis si vous voulez rigoler, il y a Scam, super constructeur de l'ancien monde, qui est une chaîne un peu parodique, mais qui peut être assez intéressante, parce que de la parodie à la croyance de certaines personnes, parfois tout se confond. Donc voilà ce qui concerne les réseaux.
Si vous avez le courage de nous faire une petite liste de liens à oui, des participants, je pense que ça pourrait être... Pas de souci. Ouais, il y a 2-3 personnes qui pourraient être intéressées. Voilà. Et puis voilà. La biblio aussi. La biblio aussi, pas de problème. Et puis même si vous voulez le texte, tout le texte, il n'y a aucun souci. Voilà. Les diapos, tout. Votre association, elle est basée où ? À Paris. D'accord. C'est une petite association. Quand je l'ai fondée, c'était très compliqué. J'ai pensé à un moment donné à l'arrêter parce que les peines de mort, les menaces de mort, ça va 5 minutes. Et finalement, là, on a eu un rebond avec du coup des journalistes qui nous ont contactés, donc l'info, l'intox. Avec Julien Plein, l'intervention d'Alexis Sédou. Donc Alexis, il est archéologue et historien et doctorant comme moi, et donc il fait partie de l'association, et il fait énormément de veille sur les réseaux sociaux. Nos parrains, c'est Jean-Pierre Adam et Jean-Louis Lequelec, parce que c'est ceux qui vont plus participer sur le sujet. On a Émilie, qui est conservatrice du patrimoine, archéologue, et aussi, sinon on a intervenu sur La Tronche en Biais, la nuit zététique dans La Tronche en Biais, qui est une chaîne d'esprit critique. Donc voilà, on a intervenu dessus, il pose pas mal de questions, ça peut être intéressant. Et puis pour Blop, et le magazine Phosphore aussi récemment, on a fait un petit truc. Donc le but du jeu, voilà, c'est déjà de commencer à en parler, sensibiliser tout le monde, et puis voir après, une fois que tout le monde a pris conscience, ce qui peut être mis en place, sachant que en fait, finalement, les solutions, elles sont déjà plus ou moins présentes. Elles sont juste à encourager encore plus. Alors, pour donner du corps à ces propositions, la transition parfaite, avec l'atelier de cet après-midi, on va essayer de réfléchir ensemble aux solutions qu'on peut apporter de manière concrète, et aussi on a un atelier à concrétiser sur ces thématiques, donc on en parlera de manière plus ample cet après-midi. Je ne sais pas si M. Lardé souhaite faire le mot de la fin pour cette matinée. Après le mot de lancement qui était fort à propos. Non, je n'ai pas prévu le mot de la fin. Voilà, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, l'enjeu il est principalement sur les plus jeunes. On est là aussi pour ça. C'est pas pour rien qu'il y a une majorité d'enseignants réunis dans cette formation. Alors, le ministère de la Culture est peu présent sur les réseaux sociaux. Vous avez raison, pour des raisons à la rigueur que j'ignore historiquement, ça viendra peut-être, mais on est quand même aussi à l'initiative de ce genre de journée, donc il y a quand même des choses qui sont faites. Après, par rapport à ce que vous avez montré, moi ce qui m'interroge aussi, c'est que sur tous ces followers de fake, que ce soit sur de l'archéo, mais sur toutes les questions historiques, on sait qu'il y en a un certain nombre qui consomment ces films tout en sachant très bien que c'est des fakes. Donc cela, à la rigueur, il y en a quand même. Il y en a, j'ai vu le film. Qui vont financer, par exemple, c'est hallucinant, donc il y a quasiment 100 000 euros. Voilà. Ceux qui financent adhèrent aux théories. C'est ma question. Enfin, je pense quand même un certain nombre qui consomment tout le temps, parce qu'ils aiment au même titre qu'on regarde une série, faites le parallèle avec Netflix, consommer un contenu, quoi. Fake, tout en sachant que c'est un fake. Et après, effectivement, il y a tout le risque autour des jeunes qui eux, vont construire une culture scientifique à partir de ces films, avant que la culture, on va dire, institutionnelle que donnent tous les enseignants qui sont là, arrive. Et c'est là que ça devient plus compliqué. Le souci, c'est que sur Netflix, quand on regarde une série, on sait que c'est une fiction. Là, ces documentaires se présentent comme des faits réels, des documentaires, et c'est normal, mais quand on regarde un documentaire, on s'attend à ce que les infos aient été vérifiées et que finalement ce qu'on voit soit vrai, normalement. C'est le but du jeu du documentaire. Et du coup, depuis les années, depuis le suivi qu'on fait sur ces documentaires-là, ceux qui financent, ceux qui y adhèrent, vraiment. Et
il s'exprime de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais on peut parfois même se poser la question de dérives sectaires pour certaines choses. Mais on a, en ce qui concerne les financements, c'est au même titre que Hold Up. Ce sont des gens qui adhèrent à ces idées-là, qui adhèrent à ces théories et qui veulent voir ce qui leur est promis, c'est-à-dire un documentaire qui va révolutionner l'histoire du monde, qui va... Là, je vous donne la pub de la révélation des pyramides 2, qui va clouer la bouche à tous les archéologues, qui va rabrouer toutes les institutions. Donc, mais dans toutes ces personnes-là qui adhèrent, même on le voit au niveau des commentaires justement sous ces posts, ou même au niveau des personnes qui suivent après derrière les auteurs de ce genre de telle chose, ou qui vont continuer à financer des projets. C'est-à-dire malgré le fait que certains projets n'aient pas abouti, vont continuer à financer et à financer derrière. Il y en a, je pense qu'une minorité par contre, qui adhérera coûte que coûte à ces choses-là. Il y a une grande majorité qui est surtout séduite par le mystère et qui, je pense, souffre aussi peut-être d'un syndrome de l'imposteur, dans le sens qu'ils ne se sent pas... n'ayant pas fait d'études, se sont peut-être frustrés ou un truc comme ça, et du coup trouvent une solution assez simple dans ce genre de choses. Moi, contrairement à ce qu'on m'a appris à l'école, ou contrairement à ce que ces grands scientifiques disent, moi je sais, moi j'ai vu ça, nanana, enfin ça peut être une piste aussi. Et avec ces personnes-là, on peut discuter, on peut échanger, et du coup, on peut même, je ne vais pas dire les faire revenir sur le droit chemin, mais en tout cas, leur faire prendre conscience de la réalité, de ce qu'est l'archéologie, de ce qu'est l'état de la science actuellement, etc. Parce qu'on a aussi, de la part de ces documentaires, une vision très passéiste de ce qu'est nos métiers, de ce que sont nos métiers, où... c'est très facile pour eux d'imaginer que ça fonctionne comme au début du XXe siècle, où finalement on fait un chantier de fouilles comme on faisait un chantier... Comme a fonctionné Glosel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de preuves. Enfin, c'est une vision qui est très passiste. Donc rien que le fait de les mettre à jour sur ce qu'est l'archéologie, sur ce que c'est que la datation carbone 14, des petits points comme ça permet déjà de les faire bouger sur le curseur de l'adhérence ou pas à ce genre de théorie. Mais pour les jeunes, en ce moment, ça commence à être un petit peu beaucoup problématique, et on le sent notamment face au retour et à la virulence que nous, on a lors de nos veilles sur les réseaux sociaux. Merci. Je voulais saluer votre intervention et votre engagement qui est très intéressant. Oui. On m'a dit que j'avais pas le droit de brûler Franck Ferrand, donc du coup, je fais autrement. Franck Ferrand, il est toujours sur France Musique. Et je croyais qu'il était sur Radio Courtoisie. Il est sur la France sur Radio Ah. Non. Radio Classique, je crois que c'est ça. Ouais. Sur Radio Classique. Toujours. Oui. Il reçoit des historiens, parce qu'on a remarqué. Alors, ça... notamment des grands médiévistes qui sont allés chez lui. Ouais, il y a la zone grise. Il peut être parfois dans la zone grise. Après, quand, par exemple, je pense au cas de Glosel, son émission d'Europe 1 sur Glosel, quand il invite la seule archéologue qui soutient que Glosel est un site authentique, on se dit qu'il y a quand même un parti pris. Et il n'hésite pas dans ses interventions à parler des archéologues officiels comme étant des mandarins, dogmatiques, etc. Donc il y a des glissements qui se font, qu'on peut retrouver, chez Laurent Deutsch aussi derrière. Donc voilà, mais on a eu la même affaire sur autre chose, mais sur Stéphane Bourgoin, quand il y a eu la révélation sur ses grands mensonges, sur qui est-ce qu'on invite sur les plateaux télé. D'où l'idée de faire un petit annuaire derrière pour les journalistes, c'est qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas avoir un spécialiste de tout, mais qu'il est bon d'avoir des spécialistes de telle ou telle question et qui ont un petit pédigré à justifier derrière. Et que quand... Voilà. Et alors, la question du débat, on s'est énormément posé la question de savoir est-ce que ça pouvait se faire, j'ai envie de dire à l'époque de Jean-Pierre Adam, mais il est éternel, il n'est pas vieux, entendons-nous bien. Dans les années 70, quand il débattait avec Charroux, ou même que le clan allait débattre aussi sur des plateaux télé avec Charroux,
ça pouvait se faire. Aujourd'hui, c'est très tendancieux et je le vois notamment avec le travail que fait Thomas Durand, donc avec la Tronche en biais ou la Steck, sur la promotion de l'esprit critique lorsqu'il est invité, ou même avec Jean-Michel Abrassard pour parler plus largement de l'esprit critique en général, lorsqu'ils sont invités sur des plateaux télé où ils sont confrontés à des tenants. Donc par tenant, j'entends des personnes qui tiennent ces théories, pseudo, etc. Ils sont mis sur un pied d'égalité. Sauf que on n'est pas sur un pied d'égalité. Et le plus souvent, et ça c'est un problème, le tenant, il sait très bien parler au public. C'est-à-dire qu'il peut arriver, et c'est arrivé à Jean-Pierre Adam, qui a juste contredit une personne et s'est vu traiter de tous les noms parce que vous parlez alors que moi je viens comme les gens ici du peuple et nanana, vous méprisez les gens. Donc il faut faire très attention avec les débats. Il vaut mieux à la limite inviter des scientifiques à parler du sujet sur une polémique en particulier que de venir débattre en public. Parce qu'à l'heure actuelle, sur les programmes qui proposent ça, je pense à Touche pas à mon poste, par exemple, ou C'est mon choix, quand il y a des programmes qui ont proposé ça, on a souvent un sceptique pour une foule de tenants, ça a été le cas de Thomas Durand, un sceptique pour une foule de médiums, dont une nana quand même qui parlait, qui voyait l'avenir dans le pénis de ces messieurs, et il a été coupé et ridiculisé. Il faut occuper la chaise, il faut jamais laisser une chaise vide, mais il faut voir qui occupe la chaise en face. Parce que c'est très dangereux. Et depuis les réseaux sociaux, il faut vraiment prendre conscience qu'on est mis sur le même pied d'égalité que n'importe qui en face qui peut parler très fort. Et une personne qui parle très fort, c'est comme sur Twitter, c'est celui qui crie le plus fort qui a raison. Donc c'est pour ça que quand je parle de l'importance de la médiation, c'est aussi sur ces enjeux-là, parce que on n'est plus sur la même manière de débattre qu'on pouvait le faire avant les réseaux sociaux, et on n'est plus sur la même consommation de débat qu'on avait avant sur les réseaux sociaux. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Avant, on pouvait même, quand on regarde, même les émissions, elles sont visibles sur YouTube, mais ces émissions, on a le clan Charroux qui sont l'un en face de l'autre. Déjà, c'est très poli. Et puis, chacun laisse parler l'autre, etc. Aujourd'hui, aller tenir un débat là-dessus, c'est extrêmement compliqué. Donc, à moins d'être aguerri à ce genre de choses, je reste quand même sceptique sur l'impact que ça peut avoir. Après, c'est une question qui se pose effectivement parce qu'il ne faut pas laisser la chaise vide. Il ne faut vraiment pas laisser la chaise vide. Donc, il faut agir en amont. Je pense qu'il y a vraiment à agir en amont. Et puis, comme je disais, pas forcément avoir peur de parfois revêtir les éléments du documentaire, donc raconter une petite histoire. Moi, petite Faustine, j'adorais Stargate quand j'étais petite, et puis je me prenais pour Sidney Fox, et du coup, j'ai voulu faire archéo, et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Je suis partie en histoire de l'art, et puis je suis partie en égypto, machin, et je le fais par passion, et ça reconnecte avec les gens, faut pas une référence commune avec eux. Voilà, mais c'est ça. Mais la passion, ça marche vachement bien. En plus, on l'a tous, donc ça marche super bien.